Bonjour, bonjour à toutes et tous d'être là. Donc, le premier tour de l'élection, des élections législatives a été marqué par une abstention record pour la Ve République. C'est la démonstration, une nouvelle fois, de la dégénérescence du système institutionnel de notre pays, que cette Ve République qui vit uniquement sous l'autorité d'un président qui est élu une fois tous les 5 ans, qui a tous les pouvoirs et qui voit ses députés ne servir à pas grand-chose, voit ici sa concrétisation avec ce taux d'abstention record. Bien évidemment, la responsabilité du président Macron n'est pas pour rien dans cette abstention. En effet, quand des députés qui vont être élus voient d'ores et déjà leurs prérogatives piétinées pour une réforme centrale dans la vie française, qui est celle de la destruction du Code du travail, un Code du travail qui concerne la vie de plus de 18 millions d'habitants de notre pays, bien évidemment, cela n'incite pas les électeurs à se déplacer pour aller voter. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où l'électorat n'a pas donné d'adhésion au programme d'Emmanuel Macron. Très clairement, le président obtient moins de voix lors des élections législatives que lors du premier tour de l'élection présidentielle. C'est une première dans la Ve République. Donc c'est un vrai manque d'adhésion populaire au programme d'Emmanuel Macron. Et là encore, le système de la Ve République fait que les pronostics prévoient 400 députés pour La République En Marche, alors même que ce parti n'a rassemblé que 16% des électeurs inscrits sur les listes électorales. La démonstration, une fois de plus, du caractère antidémocratique de la Ve République. Donc je le disais, pas de majorité populaire pour le programme d'Emmanuel Macron. Cela veut donc dire également pas de majorité populaire pour la destruction du Code du travail, pour l'inscription de l'état d'urgence permanent dans le droit commun, et également pas de majorité pour la signature et la ratification des traités de libre-échange que sont le CETA ou le TAFTA. Donc, ça, c'est le premier enseignement de cette consultation électorale. Deuxième enseignement, les partis traditionnels sont balayés, comme lors de l'élection présidentielle, c'est une confirmation. À ce coup de balai s'ajoute celui qui concerne le Front National qui était au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui a atteint péniblement les 13% des voix. Dans ce paysage, la France Insoumise, qui, rappelons-le, est un mouvement neuf pour qui c'était la première consultation électorale pour les élections législatives, apparaît bel et bien, une fois de plus, comme la première force progressiste d'opposition écologique et sociale au programme du gouvernement d'Emmanuel Macron. Avec 74 candidats présents au second tour, très clairement, c'est une grande réussite pour le mouvement. Maintenant, nous allons avancer vers le deuxième tour. Comme à la présidentielle, nous le répétons, pas une voix ne doit aller au Front National, pas un député Front National ne doit entrer à l'Assemblée nationale. Tout doit être fait dans cet objectif, tout simplement déjà parce que le Front National est un parti qui divise le peuple, qui lui désigne de mauvais ennemis, et donc qui le détourne de sa lutte face à l'oligarchie. Aujourd'hui, le vrai problème démocratique, c'est le programme du président Macron et les pleins pouvoirs qui lui sont promis. Si les pronostics de second tour et le nombre de députés qui lui sont attribués se confirment, force est de constater que le président Macron non seulement pourra détruire le Code du travail par ordonnance, intégrer l'état d'urgence dans le droit commun, mais également, et il faut le noter et le signaler, modifier seul la Constitution sans recours au référendum. C'est pourquoi, face à ce péril, nous appelons l'ensemble des jeunes des milieux populaires qui s'étaient massivement mobilisés lors de l'élection présidentielle autour de l'Avenir en commun et de son candidat Jean-Luc Mélenchon, de se mobiliser, de revenir voter lors du second tour
et ce, afin d'envoyer un maximum de députés insoumises et insoumis à l'Assemblée nationale. Je vais donc passer la parole maintenant à Hélène, qui va détailler les actions de campagne pour cette semaine de second tour. Bonjour à tous. Alors comme pour la campagne de premier tour, la campagne de deuxième tour sera une campagne nationale qui sera portée sur 2 axes que Bastien a évoqués. Le premier axe qui est la casse du Code du travail et le vote le vote par ordonnance. Donc le fait de demander aux députés de mettre en place des ordonnances pour que le gouvernement puisse faire passer la casse du Code du travail. Et le second axe, c'est l'institutionnalisation de l'état d'urgence. Parce que pour nous, il nous semble le plus important que ce soit ces 2 axes-là qui soient développés, vu que c'est les 2 grands axes qui sont d'ores et déjà mis en place par le gouvernement et qui sont des axes qui ne passeront pas par l'Assemblée nationale et qui donc du coup seront enlevés du pouvoir qui est donné aux citoyens de donner leur avis. Comme pour le premier tour, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Tous les soirs, dans l'ensemble des circonscriptions où nous sommes au second tour, il y aura du porte-à-porte. Nous avons, comme ça a été fait la semaine dernière déjà, réactivé ce que nous appelions le mélanphone pendant les élections présidentielles et qui s'appelle désormais le Fiphone. Donc chacun peut de chez soi, s'il n'a pas de circonscription où nous sommes présents au second tour, faire partie des gens qui rappellent des électeurs de circonscription ou des candidats de la France Insoumise sont au second tour. Ensuite, un certain nombre d'endroits continuent à mettre en place les caravanes pour l'égalité des droits qui ont été mises en place l'été dernier et qui vont jusqu'à la fin de la semaine continuer dans les quartiers populaires à expliquer à nos concitoyens qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les faire valoir. Et pour finir, tous les jours, nous aurons des déambulations dans les circonscriptions où nous sommes présents au second tour pour pouvoir faire connaître à la population le programme de la France Insoumise, c'est-à-dire l'avenir en commun. Un mot sur le profil de nos candidats qui sont au deuxième tour. Parmi ceux-ci, nous avons 4 étudiants entre 24 et 26 ans. Nous avons 3 demandeurs d'emploi, parce que c'est un choix que nous avons fait au niveau de la France Insoumise, c'est de permettre à des demandeurs d'emploi d'être candidats et d'être élus députés. Nous avons un ouvrier de la métallurgie, c'est aussi un choix. Ce serait bien qu'il y ait des ouvriers dans cette Assemblée nationale. Nous avons une aide-soignante, un infirmier, donc vous voyez que ça rompt avec le profil habituel des députés venant du secteur médical à l'Assemblée nationale, qui en général sont des grands professeurs de faculté. Et nous avons aussi 5 ingénieurs et techniciens, des fonctionnaires territoriaux et y compris des professeurs des écoles du secteur, enfin du primaire. Voilà un peu le profil. Vous voyez que c'est un profil qui n'a rien à voir avec celui des candidats d'En Marche, qui sont eux plutôt un profil de catégorie supérieure. Nous, ce sont donc des candidats qui sont des candidats issus du peuple. Raphaël Proust de l'Opinion, vous avez appelé hier à voter pour les candidats communistes et les socialistes frondeurs qui ont voté la motion de censure contre la loi travail là où c'était possible. Est-ce que si ces derniers étaient élus, ils auraient vocation à rejoindre un groupe parlementaire si vous étiez en mesure de le constituer? Bah, écoutez, vous savez que après le groupe parlementaire, ça va dépendre des députés élus, mais nous avons pris cette décision qui nous semblait cohérente par rapport à nos axes de campagne du deuxième tour. Donc ensuite, s'ils sont élus, ce sera à eux de décider ce qu'ils font, puisque aujourd'hui, par rapport aux candidats du Parti socialiste qui pourraient être élus, personne n'est capable de savoir s'ils seront avec le gouvernement ou contre le gouvernement. Et je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, les groupes doivent se déclarer ou dans l'opposition ou dans la majorité. Donc ce sera aussi un moment de vérité par rapport au Parti socialiste. Et à ce moment-là, par rapport aux députés frondeurs qui pourraient être élus, nous espérons qu'ils feront le bon choix. Jean-Luc Mélenchon a indiqué ce matin que la France Insoumise allait soutenir 4 socialistes qui sont en possibilité de se maintenir pour le second tour, des socialistes qui avaient voté à l'époque la motion de censure déposée il y a un an contre le gouvernement Valls. Pourquoi pas plus que ces 4-là? Parce que certains... vous pouvez imaginer aussi, vous alliez regarder un peu les positions des uns et des autres pour voir lesquels d'entre eux pouvaient être compatibles avec ce que vous représentez, avec vos idées. Pourquoi ne pas être allé au-delà? Pourquoi être aussi restrictif? Est-ce parce que aussi la France Insoumise s'est donnée pour mission de remplacer le Parti socialiste?
Écoutez, si nous avons pris ces décisions, c'est parce que nous voulons une décision claire. Aujourd'hui, par rapport aux candidats du Parti socialiste, ils peuvent, y compris si on les interpelle, nous dire oui, oui, mais ensuite faire le contraire une fois élus. Donc nous préférons décider à partir de ce qui s'est fait, de ceux qui ont été courageux pendant ces 5 ans et qui ont à divers moments exprimé un désaccord avec la politique menée par François Hollande et ses gouvernements. Ça nous semble plus cohérent que de commencer à faire du cas par cas pour essayer de trouver dans les tréfonds des votes à l'Assemblée nationale qui est-ce qu'on peut sauver. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est d'avoir une cohérence politique et d'offrir aux électeurs cette cohérence politique et de ne pas leur rendre la situation un peu plus floue alors que déjà, dans un certain nombre de cas, ils ne savent pas pour qui ils vont voter, si ça va être pour des candidats Macron ou contre. Pardon. En même temps, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a dit grand bien hier de Patrick Mennucci. Il lui a trouvé des qualités qu'il n'avait peut-être pas trouvées avant pendant la campagne, parce qu'à un moment donné, dans le cadre d'un second tour, faut tendre la main, il faut être majoritaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de réciprocité? J'utilise le mot à dessein. Écoutez, à partir justement le second tour, c'est aussi les électeurs qui vont s'exprimer, et donc c'est aux candidats socialistes de convaincre les électeurs, nos électeurs, qui ne nous appartiennent pas, du bien fondé de voter pour eux au deuxième tour. Donc voilà, il ne s'agit pas d'un appel à voter pour les socialistes, mais bien de dire que les électeurs doivent, que les candidats socialistes doivent convaincre les électeurs de voter pour eux au deuxième tour. Donc là n'est pas la question d'un appel à voter pour le Parti socialiste plus large que celui qui a été fait. Oui, bonjour, Raphaël Bazemoulière du Monde. Vous pouvez donner les noms des 4 socialistes concernés? Parce qu'hier, il y avait visiblement un doute sur Jérôme Lambert. Donc, Écoutez, de toute façon, c'est une proposition qui est faite nationalement par la France Insoumise. Ensuite, les assemblées de circonscription des Insoumis prennent leurs décisions localement. Donc voilà, nous proposons que, compte tenu de leur vote sur la loi El Khomri, il y ait cette position. Ensuite, les Insoumis locaux regardent plus précisément s'il y a eu des problèmes et affinent la position. il s'agit bien de Jérôme Lambert ou de Yann Gallus? Dans les 4 qui ont été signataires de la motion de censure, il y avait Barbara Romagnan, donc, qui est dans le Doubs. Il y avait Régis Juanico dans la première de la Loire, Christian Paul dans la Nièvre, et Jérôme Lambert donc, avait signé aussi la motion de censure. Ensuite, si localement il s'avère qu'il y a un vote de Jérôme Lambert qui pose problème, les insoumis locaux prendront leur décision. Yann Gallus n'était pas frondeur, alors effectivement là on ne l'a pas regardé hier, bon, je n'ai pas eu le temps d'écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon ce matin, mais pareil, s'il y a une possibilité, c'est aussi donc aux insoumis locaux de regarder et de préciser la position. Une autre question par rapport à ce que vous disiez au début, vous parliez de l'abstention, vous disiez que Emmanuel Macron avait vu le nombre de voix d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle s'était étiolé. C'est le cas aussi pour vous, c'est le cas pour toutes les forces politiques présentes dans le cadre de ces législatives. Donc, oui. Comment est-ce que vous expliquez que l'abstention ait touché finalement tous les partis et pas seulement celui qui est arrivé néanmoins en tête? Non, l'abstention a touché tous les partis. Il faut voir aussi la campagne qui a été menée. Il y a eu énormément de problèmes sur la distribution du matériel officiel. De nombreuses professions de foi ne sont jamais arrivées. Il n'y a eu aucun débat national organisé par les médias sur les programmes des différents candidats. Beaucoup de candidats issus des Républicains ou du Parti socialiste ont mené des campagnes locales loin des enjeux nationaux pour justement faire oublier leur bilan de ces 10 dernières années. Donc dans ce contexte, tout a été fait pour invisibiliser cette élection législative et, dans le cadre de la Ve République, bien mettre en avant le fait qu'une fois qu'on avait voté à l'élection présidentielle, tout était joué et que tout était terminé. Donc, en effet, rien n'a été fait pour amplifier cette participation. Donc, elle a en effet touché l'ensemble des partis. Ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que c'est la première fois que le parti du président élu fait moins de voix que le président lors des élections législatives.
Et du coup, comment vous expliquez-vous la baisse du nombre de voix qui vous a touché ? L'explication, elle tient dans ce que j'ai dit. Il peut y avoir une partie de découragement, une partie comment dire, oui, de découragement, d'oubli que l'élection législative, elle était importante et elle pouvait aussi décider de la politique du pays. C'est pour ça que maintenant que le choix est clair dans 74 circonscriptions entre appliquer le programme du président Macron ou s'y opposer en proposant une alternative écologique et sociale, nous appelons l'ensemble des électeurs qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en commun lors de l'élection présidentielle à se remobiliser pour envoyer un maximum d'insoumises et d'insoumis députés à l'Assemblée nationale. Il y a un élément, on le sait, hein, plus l'abstention est forte, plus elle concerne les classes populaires et les jeunes, qu'on avait réussi à mobiliser dans le premier tour de la présidentielle, notamment au niveau des jeunes, et qui, au moment de la législative, ne se sont pas remobilisés. Et ça, c'est assez régulier qu'au moment de la législative, ce sont justement, si on regarde les taux d'abstention, dans les quartiers populaires où l'abstention monte le plus, c'est le cas encore, cette fois-ci. Et au niveau des jeunes, je crois que j'ai vu une statistique disant que l'immense majorité des jeunes s'étaient abstenus aux législatives. Donc c'est une réalité qui, évidemment, du coup, va nous faire perdre plus de voix que d'autres forces, que par exemple les candidats d'En Marche qui, eux, concernent plutôt les catégories sociales supérieures et les centres-villes que les catégories populaires. Anthony Latier, RFI, vous pensez avoir combien de députés dimanche soir ? C'est pour toi. C'est pour moi. 14. Écoutez, c'est strictement impossible à dire, puisque nous n'avons jamais été dans un tel cas de figure. Dans l'histoire de la Ve République. Ce que nous pensons, c'est que justement, comme là le choix est très clair entre le choix de soutenir le gouvernement d'Emmanuel Macron avec tout ce qui est annoncé, ou le choix d'avoir des députés qui vont être des députés qui vont s'opposer et porter un autre projet, nous pensons que nous pouvons remobiliser justement donc nos électeurs du premier tour de la présidentielle, et au-delà des électeurs qui ne veulent pas justement donner tous les pouvoirs à Macron, et donc permettre ainsi à des candidats d'être élus. Je rappelle, pour l'avoir vécu personnellement, que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas premier au premier tour qu'on n'est pas élu au second tour. Personnellement, je ne suis jamais arrivé première au premier tour les 2 fois où j'ai été élu. Mathieu Dejean pour les Inrocks. Vous êtes au second tour dans la circonscription de Manuel Valls dans l'Essonne. Est-ce que vous savez quelles sont les chances de Farida Amrani de gagner? Est-ce que vous avez des actions militantes ou de campagne particulières prévues dans cette circonscription? C'est moi. Alors, est-ce qu'on a des chances de gagner? C'est comme dans l'ensemble des circonscriptions où nous sommes au 2e tour. Nous avons des chances de gagner partout. Voilà. On ne part pas à une élection en disant non, on va perdre. On a dans 74 endroits et on va avoir 0 député à la fin. Donc, dans cette circonscription-là, comme dans toutes les autres circonscriptions, nous avons des chances de gagner. Face à Manuel Valls, le choix est clair. Il est le même que dans 99% des circonscriptions sur lesquelles nous sommes présents, c'est-à-dire le choix entre la politique gouvernementale d'Emmanuel Macron ou des députés insoumis qui porteront l'Avenir en commun à l'Assemblée nationale et qui porteront l'opposition. C'est exactement le même choix dans cette circonscription-là que dans d'autres. Les actions de campagne, ensuite, on fera comme on fait habituellement. Elles seront mises à votre disposition sur l'espace presse et on vous fera parvenir un certain nombre d'actions, notamment en région parisienne ou dans le sud-ouest ou à Marseille, sur les différentes actions de campagne que vous voulez suivre.